Bonjour, bonjour à tous. Salut Bonjour. Sylvain. Donc nous voici de retour dans une actualité assez chargée. Alors, comme d'habitude, on va faire quelques petites interventions du début pour rappeler l'existence de la cagnotte et le soutien que ça nous apporte sur le plan technique. Hein, on est en train d'évoluer, n'est-ce pas, Sylvain? Hein. Donc, Oui, Sylvain prétend que l'ordinateur dont on a fait l'acquisition est un avion de chasse. Bon, c'est sa oui. spécialité militaire, hein, expression bien connue. Les likes, les abonnements, on continue à nous soutenir. On en a besoin. L'environnement reste quand même tendu. Hein. Le fait d'avoir une parole dissidente n'est pas bien vu dans notre pays. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui nous écoutent, la montée en ligne des soi-disant fact-checkers qui sont un peu en difficulté. Hein, le fameux trio Mendes France, Pain et Reichstadt. Hein, mais bon, on est souvent la cible de mise en cause. Petite observation concernant mes cheveux verts. J'ai vu plusieurs remarques sur les commentaires. Hein. Donc, c'est pas que je souhaite tourner dans un remake du film de Losé qui s'appelait Le Petit garçon aux cheveux verts, mais c'est parce que je mets un fond vert derrière moi. Je suis dans une pièce qui est très lumineuse. Donc, pour éviter que la photo du fond, parce que c'est un fond, hein, me découpe trop, je mets un fond vert et le fond vert me donne quelques jolis reflets verts sur mon abondante chevelure. Voilà. Donc, ces précisions étant apportées, Tout le passons. monde sait que tu es fan de Sid Vicious et que tu as été punk dans les années Oui, 70. oui, ça doit être ça aussi. Ça doit être ça aussi. Mais je me regarde. Oui, oui, il y a des, sur les bordures, il y a des petits reflets. Tu ne risques pas d'avoir ce souci, mon cher Et non, et Sylvain. non, Hein. Je et non. pense que tu es exempt de ce genre de problème. Non. Bien. Alors, redevenons sérieux, puisque nous allons parler de la chose militaire. Il y a un événement qui s'est produit depuis une dizaine de jours maintenant, qui est la publication, enfin, ou l'arrivée dans le public d'un certain nombre de documents top secrets, avec des niveaux comment dire, enfin, de contrôle importants et qui se sont retrouvés à se balader dans la nature. Donc, tout le monde s'interroge sur d'abord d'où viennent-ils. Deuxièmement, en fonction de leur contenu, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça raconte sur la situation et qu'est-ce que ça raconte sur les intentions de ceux qui ont voulu que cette fuite prenne cette ampleur? Alors, je me tourne vers toi, Sylvain. Déjà, qu'est-ce que ça contient, ces documents? Alors, ce que ça contient pour le moment, parce qu'il faut insister sur le fait que d'après le Pentagone, c'est pas fini. Il y en a d'autres qui se baladent et qui sont pas encore arrivés devant le public. Donc ça, c'est la première petite remarque. D'abord, ce qu'il faut dire, bah, c'est qu'il y a 90% de ce qui est proposé dedans que à peu près tous les observateurs d'open source savent depuis déjà plusieurs semaines. Hein. Il n'y a pas des révélations sensationnelles. C'est pas d'un seul coup tout le plan de bataille ukrainien qui nous est dévoilé à l'homme près dans chaque brigade, etc. Hein. Faut pas et bien sûr aussi les matériels, ni même les plans de la fameuse contre-offensive dont on parle tout le temps et dont on reparlera dans l'émission. Hein, on est sur une majorité de documents qui sont une espèce de constat de la situation. Alors, il faut être insister beaucoup là-dessus, sur la situation telle qu'elle était fin février, début mars pour l'armée ukrainienne et aussi dans l'appréciation de la situation des forces armées russes, hein, puisque ça concerne, alors il y a beaucoup de documents qui concernent l'armée ukrainienne et il y en a quelques-uns qui concernent l'armée russe et bien sûr Wagner. Donc voilà ce qu'on a dedans. Et il y a 10% d'informations qui, elles, sont un petit peu plus, on va dire, sensationnelles par leur nouveauté. Hein, on a notamment des estimations qui semblent assez précises de l'emploi des munitions
et des moyens anti-aériens ukrainiens. Et on nous dit, bon, attention, parce que là, dans les semaines qui viennent, à commencer, si ma mémoire est bonne, dès la semaine prochaine, on va avoir certains types de munitions pour soit du S-300, soit du Buk, etc., soit même les systèmes norvégiens qui vont arriver à bout de leur capacité. Hein. Alors, non pas parce que les tubes sont usés, mais parce qu'on n'a plus de missiles à mettre dedans. Donc ça, c'est une information. Alors, bien sûr qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que tout le problème de cette fuite, c'est qui en est l'auteur ou les auteurs et à quelle fin elle a été mise en avant par la presse américaine au départ. Alors, globalement, vu le niveau des documents et vu leur contenu, il semble évident que ça vient du Pentagone et même à demi-mot, les Américains reconnaissent que ça vient de cette agence-là, entre guillemets. Ça vient pas de la CIA, ça vient pas de la NSA, etc. Ça viendrait vraisemblablement du Pentagone. Ce qui en soi n'a rien d'étonnant, puisque alors on l'a pas dit à l'antenne parce que c'était avant qu'on commence nos émissions au printemps dernier. On sait qu'au Pentagone, on a alors je ne sais pas comment il faudra appeler ça, une coterie ou un groupe de personnes qui sont complètement opposées à la guerre en Ukraine, hein, enfin complètement ou très fortement, parce qu'ils considèrent que la cible prioritaire stratégique pour les États-Unis, et on en reparlera, c'est la Chine, et que on perd son temps, on perd son argent, etc., au niveau de l'Ukraine. Alors il y en a d'autres qui soutiennent la thèse opposée. Et puis, il y a tous les pragmatiques du complexe militaro-industriel, hein, rappelons-le, qui, eux, sont très contents de ce que la guerre en Ukraine leur offre, c'est-à-dire la capacité de vider les stocks de l'US Army, de tous ces anciens matériels, pour pouvoir passer commande de nouveaux matériels dans les années qui viennent, hein, et s'enrichir encore un peu plus. Voilà, donc ces informations, pour moi, elles ont été mises en avant sous cette forme-là par des gens du Pentagone qui seraient donc parmi ceux qui sont opposés à la guerre parce que ça met en défaut l'armée ukrainienne. Hein, la majorité des documents sensibles, les nouveaux documents, entre guillemets, mettent en avant ses faiblesses ou les confirment parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a dit maintes et maintes fois, il y a encore des vidéos qui sont parues hier de soldats ukrainiens qui se filment et qui disent toutes les difficultés qui sont les leurs au front, tant en termes de matériel, de munitions, de renforts, d'évacuation, enfin bref, c'est le chaos pour eux. Hein. Alors, on entend qu'il y aurait des problèmes du côté russe et on veut bien en discuter, mais le problème, c'est que personne ne parle jamais ici de ce côté-ci du monde des problèmes de l'armée ukrainienne. Or, voilà, ces documents semblent les confirmer, semblent mettre en lumière le fait que bon, bah, il y a des pertes très importantes. Alors, les chiffres, là encore, bon, c'est la foire d'empoigne, oui, c'est cela, non, c'est cela, etc. On ne va pas y revenir parce que ça, entre ce qu'a dévoilé la presse turque en s'appuyant sur les documents du Mossad, ce qu'a dit Madame von der Leyen, etc., on sait bien que les pertes ukrainiennes sont malheureusement colossales et que les pertes russes sont importantes, mais ne sont pas aux 200 000 hommes que prêtent certains observateurs pour nous dire que c'est une véritable hécatombe. Donc, ne serait-ce que parce qu'on l'a déjà rappelé, l'artillerie russe étant beaucoup plus nombreuse, elle tue beaucoup plus de soldats ukrainiens et c'est pas les fameuses soi-disant vagues humaines de Wagner qui font augmenter drastiquement les pertes russes pour les mettre au même niveau. Voilà. Il y a eu une augmentation des pertes russes depuis le début de l'année, qui sont liées notamment à celles de Wagner et aux opérations offensives qui sont menées, mais elles ne dépassent pas, je pense, hein, on était à 18 000 et quelques morts, on doit être aujourd'hui peut-être, avec cette augmentation, autour de 22 000, 23 000, avec tous les morts compris, Wagner, armée russe, et puis ceux qui sont encore comptés comme faisant partie des ex-républiques de Lugansk et de Donetsk. Donc, dans les documents de fuite, le rapport de 1 à 7 est validé. Hein, c'est-à-dire que Oui. les Russes ont 7 fois moins de pertes que les Ukrainiens, ce qui correspond à tous les critères que tu viens d'utiliser. Et ça tourne de nouveau à la confusion
des experts de plateau, des trinquants et compagnie, y compris des militaires qui osent dire, qui inversent ces chiffres en sachant qu'ils les inversent, c'est-à-dire qu'ils mentent effrontément. Donc ça, c'est tout à fait clair. Là, il y a une autre chose dans ces documents qui rend leur maniement assez compliqué, c'est que avec des informations qui apparaissent objectives, des informations qui sont recevables, il y en a d'autres qui sont carrément ridicules. Par exemple, il y a ce qu'a raconté le ministre Wallace, le ministre britannique de la Défense, qui avait dit au mois de février que 97% de l'armée russe était engagée en Ukraine, ce qui est absolument ridicule. Et ça émanait de je ne sais quel fonctionnaire ukrainien et ça avait été repris comme ça sans précaution. Et on le retrouve dans ces documents. C'est cette cohabitation d'éléments de propagande, y compris les plus débiles, avec des informations qui, elles, sont qualité et sont, semble-t-il, recevables. Donc, je me demande qu'est-ce que ça raconte, ça, justement, sur cette manœuvre de ces éléments du Pentagone qui seraient décidés à remettre un peu d'ordre. Alors, la mixture, effectivement, peut permettre de dire à quelqu'un qui est censé, bah voilà, c'est ce que les Américains appellent une forgery, hein, c'est-à-dire que c'est une opération de tromperie, de déception hein, vis-à-vis des Russes, hein, pour les mettre en défaut, pour qu'ils prennent ça pour argent comptant. Alors, croire que le GRU ou le SVR vont prendre pour argent comptant des documents qui fuitent dans la presse américaine, on n'est plus à l'époque des Pentagon Papers pendant la guerre du Vietnam. Hein. On n'est plus au même niveau déjà de sérieux, hein, parce que les Pentagon Papers, quand ils sont sortis au début des années 70, c'était un type de la Rande qui les a mis dans les mains de la presse et ils étaient tous labellisés Pentagone, etc. Il n'y avait aucun doute sur leurs origines. Donc là, c'est pas vraiment la même chose, donc on peut pas leur donner un crédit et une fois à 100%. Maintenant, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est à quel moment ils sortent. On est depuis 3 semaines pour qui a le courage de regarder LCI 2 fois par jour, parfois 3 fois par jour pour se tenir au courant de la propagande. Hein, on est depuis 3 semaines enfin tous les jours, il y a un thème sur la contre-attaque, la contre-offensive ukrainienne, avec des trucs paroxystiques au niveau de la reprise de la Crimée, c'est pour demain, machin, etc. Bon, bref, hein, on a encore la semaine dernière, Monsozi, le ministre de la Défense ukrainien, qui vient dire nous ne sommes que 5 au monde à savoir, etc. On prépare des surprises à l'armée russe, on va peut-être même faire des surprises navales, etc. Bon, bref. Et puis, bim, douche froide, dans la continuité de ce récit, de ce narratif, ces papiers sortent, ces documents sortent. Et tout de suite, quelle est la conclusion qu'on en tire même en étant prudent, c'est que l'armée ukrainienne n'a pas les moyens de mener cette contre-offensive dans les 3 semaines ou dans le mois qui vient, voire même dans les 2 mois qui viennent, hormis le problème de la météo dont on reparlera tout à l'heure. Donc voilà, moi c'est ça que je trouve très remarquable, c'est le moment où ils sortent et ce qui laisse entendre des faiblesses structurelles de l'armée ukrainienne, parce que là, il y a des chiffres, par contre, qui sont très vrais sur les moyens modernes que les Occidentaux leur ont délivrés. On nous dit qu'au niveau des blindés type Bradley ou Marder allemand et des chars, on aurait de quoi au mieux avoir 2 belles brigades blindées mécanisées et c'est tout. Et c'est tout, avec effectivement servi par des hommes formés sur les terrains d'entraînement britanniques, français, allemands, polonais, mais ça dépasse pas ce cadre-là, c'est-à-dire 2 grosses brigades, de vraies brigades, j'ai envie de dire, parce que on comprend bien aujourd'hui qu'il y a plein de brigades ukrainiennes sur le terrain, quand on voit, comme on verra tout à l'heure sur la carte, avec des petits drapeaux, etc. Mais sauf que au lieu d'être avec un effectif de 3 à 4 000 hommes, elles sont plutôt avec des effectifs de 500 à 1000 hommes dans le meilleur des cas. Hein, donc c'est des brigades nominatives, mais pas des brigades réelles en termes d'effectifs attendus. Et donc là, on nous dit, bah voilà, avec les moyens que les Occidentaux ont fournis à date, on a à peine de quoi faire 2 belles brigades blindées mécanisées et c'est tout. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mener comme contre-offensive
avec cette idée dont on nous parle, hein, on nous ressasse avec ça, qu'on va attaquer depuis Zaporizhzhia vers la mer d'Azov pour couper le corridor qu'il y a entre la région de Rostov-sur-le-Don et puis la région du Dniepr au sud de Kherson, pour que les Russes n'aient plus que le pont de Crimée pour se ravitailler, c'est pas avec 2 belles brigades, certes là presque au standard de l'OTAN, qu'on va parvenir à ce genre de choses. Il faut être sérieux. Hein, ça représente même pas, allez, au mieux, ça pourrait représenter 10 000 hommes avec les blindés nécessaires. Donc, c'est pas comme ça peut faire une belle pointe. On peut peut-être gagner, je sais pas, peut-être même jusqu'à 10 km dans la profondeur du dispositif russe. Mais ça va faire comme les meilleures Panzerdivision allemandes à Kursk en juillet 43. C'est-à-dire que oui, on va s'enfoncer, on va faire un bon coin dans lequel, comme un couteau, on va finir par rencontrer du dur. Et puis, au bout de ce chemin-là, stratégiquement, on n'aura rien réalisé. Donc voilà ce que nous disent ces documents sur la faisabilité de la contre-attaque ukrainienne à date. Et comme par hasard, on nous les sort au moment où la propagande autour de cette question est la plus intense. Donc moi, je pense que les gens au Pentagone qui veulent que cette contre-offensive avorte, ou en tout cas qu'elle ait le moins de chances possible d'aboutir, on fait attention au timing pour que ça sorte à ce moment-là, pour envoyer ce message en disant, ben voilà, les Ukrainiens vous racontent un peu n'importe quoi, parce que la réalité, elle est là. Alors, elle n'est pas lamentable, mais elle n'est pas mirifique au point qu'on puisse lancer cette fameuse contre-attaque tout de suite, ou dans même les 3 ou 4 semaines qui viennent. D'autant que si ce qui est dit sur les missiles antiaériens est vrai, alors là, il y a un sérieux problème. Parce qu'il suffit que les Russes relancent, on va dire, 2 vagues d'attaques à coups de missiles Iskander, etc., de Shahid sur des cibles stratégiques ou sur des cibles opérationnelles, militaires, dépôts de munitions, etc. Et les batteries antiaériennes vont être obligées de les contrer, hein, parce que les Ukrainiens ne vont pas prendre gentiment des bombes sur la figure. Et donc, là, cet épuisement, il peut devenir carrément soudain sur les moyens à moyenne et courte et à longue portée de la DCA ukrainienne. Donc là, ça signerait l'arrêt de mort de l'idée d'une contre-offensive, pas de défendre, parce que ça, avec les manpads, on peut toujours arrêter l'appui aérien d'attaque au sol. Mais si les Ukrainiens commençaient à s'enfoncer de 10 km dans les lignes russes et qu'ils n'ont pas de moyens à longue portée pour empêcher d'autres types d'avions que les Sukhoi 25 de venir faire de l'attaque au sol, c'en est fini pour les blindés qui seraient engagés, et encore plus pour les troupes au sol. Donc voilà pour moi l'analyse que j'en tire par rapport à ce qu'on a en main aujourd'hui, en sachant que depuis hier, hein, le Pentagone dit « Oh là là, mais attention, il y a d'autres documents qui, on sait qu'ils ont fuité, vous ne les avez pas encore vus ». Et alors surtout cette précaution hein, qui est formidable par rapport à la liberté de la presse, si vous les avez, ne les montrez pas, hein, bien évidemment. Hein, le Pentagone, toujours là pour défendre, ou en tout cas les porte-paroles, toujours là pour défendre la Constitution des États-Unis, qu'ils ont pourtant juré de défendre quand ils se sont engagés dans l'armée américaine. Mais bref. Bon, donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant ces fuites. On est dans cette guerre avec ces coups fourrés, hein, parce que celui-là en est un. Ah oui. Je fais à nouveau une mention de Doug McGregor, qu'on cite souvent, parce que d'abord c'est un professionnel très compétent, il est courageux. Manifestement, il est en liaison avec ces secteurs particuliers du Pentagone. Hein. Quand on écoute ces vidéos, mes sources me disent, etc. Donc, il est extrêmement bien informé et il assoit cette hypothèse selon laquelle il y a au sein de l'État profond américain des divisions importantes. Des divisions importantes. Alors, je voudrais aussi, à ce sujet, tu parles de liberté de la presse, c'est assez amusant. Seymour Hersh avait fait le travail que l'on sait sur le sabotage du Nord Stream 2. Hein. Alors là, c'est peut-être là qu'on va parler de l'anecdote de Donald Trump, comme disait Moore, le cocktail Molotov humain. Hein. On l'interroge sur le fait de savoir qui a fait ce sabotage.
Et il répond, je ne veux pas porter préjudice à mon pays, donc je ne répondrai pas à cette question, mais je peux vous dire que ce ne sont pas les Russes. C'est-à-dire qu'il dit oui, oui, c'est nous, il n'y a pas de problème. Merci, merci Donald Trump. Je reviens à Seymour Hersh, il a fait un nouvel article à propos de la corruption de Zelensky lui-même, en Oui. racontant comment Zelensky avait été convoqué, hein, au Pentagone, convoqué au département d'État, et qu'on lui avait demandé des comptes sur l'argent détourné. Et il décrit un système absolument affolant. Zelensky et ses copains, en 2022, ont détourné 400 millions d'euros. 400 millions d'euros pour eux, hein, c'est-à-dire que c'est complètement insensé, quoi. C'est complètement ahurissant et ça continue. Et alors là, chez nous, bah, on en a un petit peu parlé dans une certaine presse, dans I24, là, où je sais plus comment elle s'appelle, la Oui, chaîne 24 News, oui. 24 News. Oui, il est controversé maintenant, c'est Hersh. Avant, il était bien, mais maintenant, il est controversé puisqu'il a dit que c'était les États-Unis qui avaient saboté Nord Stream 2, puis il dit que Zelensky a piqué 400 millions de dollars dans les caisses. Ah non, il est controversable, hein, ça doit être Ouais. ça. C'est effrayant sur le niveau qu'on a atteint. Voilà. Surtout parce que c'est important, puisque tu parles de la corruption. Donc ça, c'est avancé contre Zelensky et sa clique. Qu'est-ce que viennent de découvrir les Polonais? Qu'on les avait roulés dans la farine avec les exportations de blé. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont exporté je ne sais plus combien de millions de tonnes de blé vers la Pologne, et c'est un blé qui est impropre à la consommation, y compris, si j'ai bien vu ça ce matin, à la consommation animale. C'est-à-dire que les paysans polonais se sont fait rouler dans la farine parce qu'encore une fois, hein, je vous renvoie au livre dont on a plusieurs fois parlé ici, de Thierry Marignac sur l'Ukraine avant l'Ukraine, sur la corruption qui existe malheureusement depuis 1991, quels que soient les pouvoirs à Kiev, la corruption endémique de l'État ukrainien qui fait que ce genre de choses est inévitable. Il faudrait que quelqu'un de l'extérieur, j'imagine, vienne et fasse le ménage. Alors, on a cru comprendre que les États-Unis s'en étaient un petit peu mêlés puisqu'il y a eu une purge, hein, cet hiver au sein de l'appareil ukrainien. Bon, qui a épargné finalement le ministre de la Défense alors qu'il était sur la sellette parce que lui aussi avait triché sur le prix de la ration de combat pour ses hommes. Bon, voilà, c'est donc les gens, c'est pas une question d'être pro-russe, pro-ukrainien, pas ceci, cela. Cet État est corrompu, ses dirigeants sont majoritairement corrompus, et c'est donc une catastrophe pour les citoyens ukrainiens, à commencer par ceux qui sont au front en train d'essayer de préserver cet État avec leur vie. Voilà. Et le pire, d'une certaine façon, pour nous, pour la France et les Européens, c'est que nos dirigeants le savent. Nos dirigeants le savent. Hein, on a sollicité la générosité, les gens ont envoyé de l'argent, on a acheté des fournitures humanitaires. Elles ont été retrouvées dans les magasins ukrainiens appartenant à des oligarques. Hein, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été distribuées, elles ont été vendues. Enfin, je veux dire, c'est un trou noir, cette malheureuse Ukraine. On fait semblant, on continue à faire semblant parce qu'on défend des intérêts qui sont ceux de l'Empire, qui sont ceux des États-Unis. On y reviendra un peu plus loin. Revenons à la question militaire. Alors, que se passe-t-il sur le terrain? C'est important d'en parler parce que j'ai constaté que en dehors de LCI, LCU, hein, comme on dit, l'Ukraine a un peu disparu des médias mainstream, hein, du système médiatique, on n'en entend plus beaucoup parler. Hein. Ah oui, Donc voilà, quelle est la situation sur le terrain techniquement, Bakhmut, Avdiivka, etc. Alors, on va passer à la carte pour voir ça de manière un petit peu plus précise. Voilà. Alors, c'est une nouvelle carte avec des infos un peu plus intéressantes et visuellement plus parlantes que la précédente. Alors, bon, on va aller assez vite. Là, ici, donc, c'est le front Kherson, hein. On voit les unités ukrainiennes qui y sont déployées. Il n'y a pas de grands changements en termes de nombre d'unités qui sont présentes et donc en termes d'effectifs. Alors certains me disent, ah bah oui, mais
On ne sait pas à combien d'hommes sont ces brigades. C'est vrai qu'on n'en a aucune idée. Je pense néanmoins que par rapport aux moyens de l'armée ukrainienne aujourd'hui, si ces brigades qui sont sur le secteur du Donbass sont déjà avec des difficultés pour avoir un effectif même de 1000 hommes, je pense que celles qui sont sur le front de Kherson ne sont pas surgonflées. Hein, ce n'est pas des brigades à 6000 hommes prêtes à fondre sur le territoire qui est encore contrôlé dans cette oblast par l'armée russe. Hein, je pense que s'il y avait une montée en puissance des effectifs, ça finirait par se voir. Et puis de toute façon, au bout d'un certain temps, on peut surgonfler les effectifs d'unités militaires, mais au bout d'un moment, en termes de commandement, on manque de moyens, donc il faut de nouvelles unités, de nouveaux états-majors. Donc je pense que ça finirait par apparaître. Je rappelle que les cartes sont issues des observations qui sont faites principalement par des Ukrainiens ou par des observateurs européens ou américains qui sont pro-ukrainiens et que généralement, elles sont fiables par rapport à ce qui a pu se passer. Certains me disent, ah bah oui, mais avant la contre-attaque de Kherson, on n'avait pas vu grand-chose. Si, on avait vu que les brigades étaient 2 fois plus nombreuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, simplement, on ne savait pas de quels moyens elles étaient dotées. Voilà. Et c'est pareil sur le front nord de Kharkov-Izium. Il y avait des éléments ukrainiens qui avaient été repérés dans la région de Kharkov, hein, un renforcement qui avait été fait. Simplement, on ne savait pas à l'époque qu'ils étaient dans l'idée de rompre les négociations, on en a déjà assez parlé, pour mener une attaque de vive force pour surprendre les Russes autour d'Izium. Voilà. Donc là, secteur de Kherson, beaucoup d'activités d'artillerie russe sur l'ensemble de ces unités pour faire de la contre-batterie, des destructions de dépôts, etc. Pas de nouvelles, en tout cas d'infiltration. Hein. Peut-être qu'il y en a eu, mais les Russes n'en ont pas parlé de la part des forces spéciales ukrainiennes pour tester le dispositif défensif des Russes le long du Dniepr. Donc, on va dire que pour l'heure, c'est un secteur relativement calme et sans changement. Ensuite, on va revenir tranquillement sur le secteur de Zaporizhzhia. Hein, donc Zaporizhzhia, c'est ici. Là, on peut constater qu'on a un nombre de brigades qui est en augmentation par rapport à la semaine dernière. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va dans le sens de ce qu'on nous raconte, c'est-à-dire que c'est depuis ce secteur que les Ukrainiens lanceraient leur contre-offensive pour donc couper par ici Tokmak, hein, et ensuite redescendre soit vers Melitopol, soit vers Berdiansk pour couper l'accès est-ouest entre la région de Mariupol et puis ensuite de Rostov-sur-le-Don vers la partie de l'oblast de Kherson qui est contrôlée par les Russes. Donc, c'est un indicateur, mais encore une fois, on ne sait pas de combien d'hommes sont composées ces brigades, mais en tout cas, elles sont plus nombreuses. Par contre, je rappelle que tout le secteur qui va ici du bord du réservoir du Dniepr jusqu'ici, on a des fortifications sur 2 voire 3 lignes de la part de l'armée russe, hein, qui ont été construites depuis maintenant plus de 3 mois, avec des points d'appui, des champs de mines, des corridors qui ont été repérés préalablement par l'artillerie pour empêcher toute infiltration de l'armée ukrainienne. Donc, voilà, on est dans un système qui ressemble à Kursk, hein, sauf que Kursk, c'était du sud vers le nord. Là, ce serait du nord vers le sud, c'est-à-dire des défenses en profondeur sur 2 voire 3 niveaux de ceinture défensive et une forte concentration ennemie qui veut s'enfoncer dans la profondeur. Donc, à voir si ce projet peut aboutir, parce que, donc, on l'a dit, il y a le problème éventuel des moyens antiaériens ukrainiens, et puis il y a un autre problème, moyens antiaériens à longue portée, moyenne portée, et il y a un autre problème, c'est la météo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la météo est exécrable. Hein, on a un printemps qui est très doux, mais qui est très donc pluvieux. On nous annonce pour les 15 jours qui viennent un temps qui est plutôt à la pluie, donc qui va encore détremper un peu plus le terrain, et donc qui va rendre très difficile toute attaque blindée mécanisée
en dehors des routes. Donc, ce serait complètement suicidaire de la part des Ukrainiens de lancer leur contre-offensive maintenant. Hein, je ne dis pas qu'elle n'est pas possible, mais je dis que là, la météo impose à tout le monde de rester sur des combats de position ou de grignotage, comme c'est le cas sur les secteurs du Donbass. Hein, donc là, on verra ce que ça donne, mais au moins on note une augmentation du nombre de brigades ukrainiennes dans le secteur de Zaporizhia. Alors ensuite, quand on vient dans le secteur du Donbass, on a une reprise des combats, je descends le plus doucement possible, ici autour donc d'Ougledar. Hein. Alors le front est là encore très statique. Hein. On voit qu'on a donc l'équivalent de 2 brigades ukrainiennes, dont une brigade blindée mécanisée et puis quelques bataillons d'infanterie pour appuyer le tout et tenir la ville. Là, par contre, sur les unités d'artillerie, on n'a pas de données sur cette carte-là, mais je pense qu'il y a toujours au moins encore une brigade d'artillerie ukrainienne qui est dans le secteur. Et là encore, on est sur beaucoup, beaucoup de pilonnage d'artillerie. Et surtout, ça fait maintenant 10 jours que ça dure, les Russes utilisent leurs fameuses bombes guidées, hein, qu'ils ont modifiées, 500 kilos, 1 tonne 5, pour aplatir littéralement les défenses de l'armée ukrainienne dans ce secteur. Je rappelle que c'est des bombes qui sont dites planantes, hein, c'est-à-dire qu'elles peuvent être larguées à 35-40 km de leur cible. Donc les Russes les larguent dans l'espace aérien au-dessus du territoire qu'ils contrôlent. Comme ça, ils sont sûrs qu'au niveau de la DCA, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'identification. Et donc, les bombes planent jusqu'à leur cible, tombent dessus et ça fait des dégâts colossaux sur les fortifications. Je profite de ce point pour revenir sur le problème de la défense antiaérienne côté russe. On nous bassine en nous disant « Ah oui, mais l'armée de l'air russe, elle est timide, à part les Sukhoi 25 d'attaque au sol à basse altitude, on ne voit pas les autres appareils. » Je rappelle que le problème auquel les Russes sont confrontés, dont personne ne veut parler sérieusement, effectivement, il y a encore des défenses antiaériennes ukrainiennes à longue et moyenne portée, mais il y a aussi un autre problème qu'a encore causé la perte d'un appareil russe il y a 15 jours, c'est qu'il y a un problème avec les identifications amis-ennemis de la DCA russe, puisque les avions ukrainiens sont majoritairement de fabrication soviétique, comme ceux de l'armée russe, et donc les Russes sont incapables. Alors on peut leur dire, ah bah attendez, comment ça se fait que vous n'êtes pas capable de faire cette différence? C'est un des graves problèmes auxquels ils sont confrontés, c'est que les systèmes antiaériens voient arriver un MiG-29 et ils ne sont pas capables de dire si c'est un MiG-29 de l'armée de l'air ukrainienne ou de l'armée de l'air russe. Et donc, on a encore eu l'autre jour un avion russe qui revenait au-dessus du secteur de Donetsk, qui était en retour de mission, qui s'est fait shooter, si ma mémoire est bonne, par un S-300 russe, qui l'a pris pour un avion ukrainien. Donc, voilà la difficulté majeure qui interdit, entre guillemets, un emploi massif des moyens, de tous les moyens aériens russes au-dessus du champ de bataille. Parce que ce n'est pas au-dessus du champ de bataille qu'il y aurait des problèmes, il y en aurait, mais c'est surtout quid du retour de mission et de l'identification par les moyens antiaériens de l'armée russe elle-même. Voilà. Alors, ensuite, on va remonter sur le secteur où se déroulent là encore des combats de position absolument dantesques. Hein, ça dure depuis 3 semaines maintenant, c'est-à-dire Marinka. Hein, hier, sur Veille Stratégique, on a publié une vidéo qui montrait un peu l'ambiance de ces combats-là. Donc, c'est assez terrible. Hein. Régis, tu vas être content. Hein, c'est la 150e division de fusiliers motorisés qui est à l'œuvre ici. Hein. Elle est la gardienne d'un drapeau que tu aimes beaucoup, qui va être bientôt à l'honneur à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Et donc, elle mène des combats de position où on voit comment les Russes mènent, comme depuis Mariupol, la guerre en combat urbain avec drones, chars, véhicules blindés de combat d'infanterie, et puis la section d'infanterie qui progresse
Mais alors, on est à nouveau comme sur Mariupol, comme sur Bakhmout, comme sur Avdivka, c'est pour prendre un pâté de maison, c'est pour prendre une rue, enfin, ou traverser une rue que les combats sont menés. Hein. Donc, on est sur de la section d'infanterie, du peloton d'infanterie. C'est pas encore une fois des grandes vagues humaines avec des milliers d'hommes. Hein. On est plutôt sur des centaines de combattants au maximum qui sont engagés tous les jours dans ce grignotage. Alors, ensuite, on va remonter vers le nord. Et là, alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc là, on arrive au nord de Donetsk. Hein, Donetsk est ici. Donc là, vous avez toujours des combats dans le secteur de Vodiane pour encercler Permovaisk, ici. Donc, pareil, on est toujours sur des problématiques de prise de pâté de maison. Hein, c'est du combat très statique, avec le même type de moyens, avec le même type d'engagement au niveau du nombre d'hommes. Et l'objectif reste toujours le même, c'est-à-dire maintenir Avdivka dans un encerclement au moins opérationnel, hein, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus que cette route-là pour ravitailler correctement la garnison d'Avdivka. Les Russes ont tenté de percer ici, mais les Ukrainiens ont mené plusieurs contre-attaques et à chaque fois, les Russes ont été renvoyés dans leur 22. Et ici, c'est pareil, on a alors toujours le contrôle sur la voie ferrée. Hein, là, il est effectif. Donc, c'est pour ça qu'il ne reste plus que cette route hein, qui passe ici ou celle-ci pour ravitailler la garnison. Mais ça veut dire que cette route est sous les feux de l'artillerie russe en permanence. Et comme pour Marinka, comme pour Ougledar, on a encore une fois un emploi assez important des bombes donc de 500 kilos à 1,5 tonne de l'armée de l'air russe pour pulvériser toutes les fortifications. On l'a répété à plusieurs reprises, hein, c'est l'endroit le plus fortifié peut-être du monde occidental aujourd'hui depuis le début de la guerre avec les séparatistes en 2014. Hein. Donc c'est pour ça que les Russes préfèrent l'encercler et l'asphyxier plutôt que de le prendre d'assaut. Et encore une fois, la météo étant exécrable, à part ce type de combat, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors, ensuite, on va remonter. Alors, je vais dézoomer tranquillement. Voilà. Et donc là, on va remonter vers le secteur dont tout le monde parle, c'est-à-dire Bakhmout. Alors, pour Bakhmout, alors attendez, je ne vais pas faire le détail tout de suite. On va tout de suite reparler de la confirmation. Hein, LCI nous présente ça comme si c'était une nouveauté. Alors, je rappelle qu'au sud, ici, pour tenir notamment la tête de pont au-delà du canal, ça fait depuis déjà presque 3 semaines, voire un mois, que ce sont les parachutistes de la 76e brigade aéroportée de la Garde qui tiennent ce secteur, hein, autour de Klishivka. Il a été cédé, Wagner l'a cédé aux parachutistes il y a déjà bien longtemps. Et là, on apprend, alors ça, je pense qu'effectivement, c'est plus récent, que tout le secteur, alors attendez, je vais dézoomer encore un tout petit peu, tout le secteur qui va ici, là, de Sacco et Fancetti, jusqu'ici, à peu près, tout ça maintenant est sous le contrôle d'une division complète de parachutistes de l'armée russe qui est chargée de mettre tout ce secteur en état de défense pour éventuellement donc résister à toute contre-attaque ukrainienne qui viendrait ici, comme on en a parlé déjà, je crois, à chaque émission ces dernières semaines. Voilà, donc Wagner l'a reconnu, enfin, par le biais de Prigogine lui-même, que voilà, ces deux secteurs étaient maintenant occupés par les paras. Alors ça y est, pour LCI, Prigogine perd de sa primauté par rapport à l'armée russe, enfin bon, bref, des trucs, enfin, bon, quand j'entends que même Madame Hélène Carrère d'Ancos vient nous dire que Poutine va finir soit liquidé, soit destitué, enfin, je me dis maintenant, ça y est, tout le monde est devenu complètement fou. Hein, bon, bref. Alors, si on veut venir sur le secteur de Bakhmout lui-même, depuis hier, Wagner annonce, et ça semble confirmé par tout le monde, que la gare qui est ici est tombée en son pouvoir. Il semblerait que la dernière partie de la ville située à l'est des voies ferrées soit également tombée entre les mains de Wagner depuis ce matin, et puis que les Ukrainiens sont repliés donc maintenant dans ce qu'on appelle dans tous les rapports la partie occidentale
de Bakhmout, hein, qui est composé quasiment à 100% de quartiers résidentiels. Il y a ici pas mal de bâtiments avec des étages qui offrent des vues intéressantes pour contrôler les voies d'accès. Et il semblerait que ce soit le nœud fort de la garnison, le point fort de la garnison ukrainienne dans la ville, et que ce sera probablement le dernier point qui craquera si la pression se poursuit. Il y a des unités ukrainiennes qui auraient reculé au nord, ici, et abandonné leur position, ce qui aurait permis aux Russes de gagner un peu de terrain. Bon, ça, c'est des informations qui viennent d'observateurs russes, ça reste à confirmer. Mais en tout cas, on est sur le grignotage traditionnel que met en place Wagner, hein, une pression sous trois côtés, hein, ouest, sud et nord. Hein. Donc, au bout d'un moment, les Ukrainiens seront à court de moyens pour pouvoir tenir, même si ça peut encore durer plusieurs jours ou plusieurs semaines, ou s'accélérer. Hein. Alors, j'insiste bien parce que certains s'amusent à faire des montages de nos vidéos pour couper nos propos. On déballe ici toutes les options possibles, y compris les plus, entre guillemets, qui peuvent paraître les plus absurdes. Hein, on ne cache rien et on ne met pas de côté toutes les hypothèses qui pourraient être sur la table. Hein. C'est un principe de stratège ou de wargamer. On parle de tout, même des hypothèses qui peuvent paraître les plus fantaisistes, puisque on n'est pas les seuls à en parler. C'est qu'il doit y avoir un fondement pour pouvoir en parler et les partager avec vous. Après, effectivement, on peut dire, ah bah oui, mais ça, c'était trop fantaisiste, voilà, ça n'a pas eu lieu, très bien. Mais je préfère tout étaler et puis l'histoire triera. Hein, plutôt que de me focaliser sur une seule vision et une seule capacité d'analyse, toujours d'ailleurs en faveur des mêmes. Voilà. Alors après, il pourrait y avoir, comme d'habitude, une pression qui s'exerce autour de cette petite route qui est un véritable champ de boue. Hein, on a vu une vidéo d'épaves de véhicules ukrainiens qui ont tenté de fuir. Hein. Ils ont été pris sous le feu de l'artillerie. Alors, pas tous au même moment. C'est des épaves, entre guillemets, qui s'empilent par tentative de sortie. Hein, ça donne une idée de ce que les Ukrainiens doivent subir. Et puis, c'est pareil, cette route ici est encore, entre guillemets, ouverte. Mais une fois encore, si Wagner la prend, ça va devenir vraiment de plus en plus compliqué, non pas de tenir tel quel, mais de ravitailler les unités qui sont à l'intérieur, ne serait-ce qu'en munitions. C'est ce qui risque de provoquer l'effondrement de la défense dans la ville. Hein, c'est pas le courage qui manque aux Ukrainiens, ça commence peut-être à être les hommes, mais ce qui risque de leur manquer à un moment donné, ce sont les munitions et la nourriture, bien évidemment. Voilà. Donc, après, alors je zoome entre guillemets, très rapidement parce qu'après, on n'a pas d'autres zones de combat majeures. Hein. On a toujours ici des tentatives de percer vers Sévers, mais qui sont bloquées par les Ukrainiens qui ont engagé des renforts dans cette zone. Ensuite, au nord du Seversky Donetsk, c'est pareil. On a eu la semaine dernière quelques avancées. Hein. On voit ici, notamment dans la forêt, la zone tenue par l'armée russe est plus importante. Ici, il n'y a pas eu de changement. Par contre, il y a eu beaucoup de combats. Alors, il semblerait que les Ukrainiens ont réussi leur contre-attaque pour empêcher les Russes de percer. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que ici, donc, on a des réservoirs hein, le long de cette petite rivière avec quelques ponts. Et il semblerait que les Russes, on a vu passer les images, je crois que c'était ce week-end, les Russes ont détruit les ponts qui sont ici. Hein. Donc, il n'y a plus de moyens de franchissement lourd pour des véhicules et notamment, bah, encore une fois, pour acheminer les munitions, évacuer les blessés, etc. Donc, les unités qui sont ici ne sont pas ravitaillées avec les mêmes moyens et la même célérité que leurs homologues ailleurs sur le front. Donc, peut-être que ça va créer une fragilité et une obligation pour les Ukrainiens de se replier sur la rive ouest, sachant qu'ils ont aménagé des fortifications assez importantes tout le long de la rive ouest ici, pour éviter que les Russes franchissent à leur tour la rivière de vive force. Voilà. Et puis, quand on arrive vers Kupiansk, toujours des opérations de bombardement, de contre-batterie, mais pas d'opérations terrestres majeures à signaler dans ce secteur pour le moment. Voilà ce qu'on peut dire ce 13 avril au matin. Voilà. Bon, on va parler un petit peu des affaires du monde. Ah ben oui, il faut bien. Il faut bien, parce que bon, notre position est de considérer que
le théâtre ukrainien est un des théâtres de l'affrontement qui se déroule à l'échelle de la planète, qui va très très vite, hein, cette recomposition du monde. Alors, ces jours derniers, nous avons eu un événement intéressant qui a été celui de la visite d'Emmanuel Macron à Pékin. Alors, c'est très intéressant, d'abord parce que il avait décidé de se faire accompagner par Ursula von der Leyen. On se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. Ce goût pour les femmes mûres. Non, ça c'est méchant. Je pense que non, c'est assez curieux parce que au-delà de cette présence de l'Union européenne par l'intermédiaire de la présidente de la Commission, non élue, hein, ne l'oublions pas, ne s'imposait évidemment pas. Hein, je parle même du point de vue d'Emmanuel Macron. Ensuite, la personnalité d'Ursula von der Leyen, qui est une piètre femme politique allemande, dont les Allemands se sont débarrassés à cause, un, de son incompétence, deux, de sa corruption, et l'ont envoyée à la Commission européenne. Et là, elle fait très fort. Hein, incompétence, arrogance, autoritarisme, plus corruption. Le jour où l'affaire Pfizer, hein, enfin viendra au jour et on saura ce qui s'est réellement passé, je pense qu'il y aura du dégât. Alors, ce qui était intéressant, c'est que finalement, Emmanuel Macron, qui avait laissé entendre avant son départ qu'il entendait faire pression sur les Chinois pour qu'ils adoptent une autre position vis-à-vis de la Russie, qu'ils cessent de soutenir les Russes dans leur agression contre l'Ukraine, etc. Et il a quand même été bien reçu, et puis là, il s'est bien gardé de ce genre de discours. Alors, il a été bien reçu, c'était pas le niveau, par exemple, qu'auraient eu les Russes, de partout d'autre d'ailleurs, mais il y a eu une certaine approche. C'était un chef d'État. La France est considérée historiquement par les Chinois comme ayant une certaine importance. Donc, pas oublier la reconnaissance de la Chine par le général de Gaulle au début des années 60. Donc, réception normale. En revanche, Ursula von der Leyen s'est fait maltraiter, c'était assez impressionnant. Alors, faut relativiser hein, l'accueil d'Emmanuel Macron. Il y a la photo de la table extraordinaire, et naturellement les Russes méchamment hein, ont mis en regard les deux photos, la photo de la table avec Poutine, la table qui fait 3 kilomètres de long, hein, chacun étant à un bout, et l'espèce d'immense table ronde qui permettait à Xi d'être éloigné de ces deux hôtes, Macron et Madame von der Leyen. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Emmanuel Macron a été reçu ensuite à Canton par le président Xi, qui était sans cravate, hein, c'est-à-dire que là, dès lors qu'on était dans un protocole plus familial et plus personnel, les Chinois ont fait ça avec beaucoup de précision. On lui a même assuré une rencontre avec des jeunes, très spontané, hein. Faut pas imaginer que les Chinois ont organisé ça, hein. Donc il y avait un certain nombre de jeunes qui ont voulu des selfies, qui sont venus vers Macron, dont le narcissisme a été comblé. Là, je dois dire, il était très content. Bon, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, mais effectivement, c'était très bien et ça permettait de voir à quel point Madame von der Leyen était maltraitée. Il y a eu un grand dîner. Les Chinois, c'est important cette question du dîner parce qu'il y a un certain nombre de plats. Votre niveau diplomatique, politique, s'apprécie aussi au nombre de plats qui ont été servis. J'adore la cuisine chinoise. Hein. Donc, effectivement, quand c'est ça, c'est extraordinaire. Et en revanche, Madame von der Leyen n'était pas invitée au dîner officiel. Hein, elle est restée seule à son hôtel, toute seule. Hein, il n'y avait personne pour s'occuper d'elle. Et quand elle est partie, ben, elle a pris un avion de ligne régulier hein, et elle a dû passer le contrôle des passagers normaux. Donc, il paraît qu'elle était folle de rage. On va
pas la plaindre. Hein. Je pense qu'au contraire, un peu de Schadenfreude, hein, de joie mauvaise, va s'exprimer à cette occasion. Alors, ce qui est intéressant. Ce qui est notable à son propos pour passer la douane chinoise, c'est que son passeport n'était pas comme ses diplômes. Il était vrai, c'était pas un faux. Voilà. Voilà, une méchanceté de plus. Hein, je vois la sinophilie de Sylvain s'exprime à cette occasion une fois de plus, et sa germanophobie aussi, hein, qui est notoire et ancienne. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui s'est passé après. Emmanuel Macron, probablement séduit par cet accueil, par l'importance qui lui a été donnée, et Dieu sait si c'est important pour lui, s'est livré à quelques déclarations dans l'avion aux journalistes, et en particulier aux journalistes des Échos à qui il a donné une interview. Interview dans laquelle, en substance, on ne va pas reprendre tous les propos, il a dit, voilà, l'Europe doit affirmer une autonomie stratégique et ne pas être à ce point suiviste des positions américaines. Que n'avait-il fait? Il n'avait pas atterri en France que déjà ça se déchaînait avant même son arrivée. Hein. Alors, probablement se doutant du coup, le courant atlantiste, le groupe atlantiste qui tient les médias, qui tient le Quai d'Orsay, qui tient le haut appareil d'État, avait pris ses précautions. Donc, on nous avait envoyé, avant même que Macron atterrisse à Pékin, on nous avait envoyé le jeune Glucksmann. Je dis le jeune parce que, bon, je l'ai connu Oui. petit. Hein, il fréquentait la même école que mes enfants. Hein, donc, toujours est-il qu'il est venu faire le discours sinophobe habituel, nous parler des Ouïghours, et en disant que la seule façon de traiter les Chinois était de leur faire la guerre. Hein, il est toujours au 19e siècle. Après l'épisode chinois, après le retour d'Emmanuel Macron, euh, il a été suivi, Glucksmann, par tout un tas d'autres intervenants qui sont venus, ou bien d'autres intervenants qui ont écrit dans leurs journaux l'article du Monde concernant les positions, euh, je veux dire, modestes d'une certaine façon, d'ordre général de Macron. L'article du Monde était quasiment insultant. Et ils ont été partout. Ils ont été partout. On a eu les émissions, c'est dans l'air, c'est pas dans l'air, c'est le moment, c'est pas le moment. Le service public déchaîné. Hein, qu'est-ce que ça veut dire LCI dans tous ses états. Ah ben LCI, là, je veux dire, c'était l'apoplexie totale, hein, mais c'était impressionnant. Et de voir le poids de ce courant atlantiste, c'est assez impressionnant. Alors, on va rappeler quand même que c'est une vieille histoire aussi que ces gens-là. Hein, et il y a une nouvelle génération, les Tertrais et compagnie, il y a une nouvelle génération totalement asservie, servile vis-à-vis des États-Unis, qui est à la manœuvre. Il y en avait une avant, mais ils ont pris de l'âge. Rappelons-nous de cette délégation d'intellectuels, il y avait le père Glucksmann, hein, il y avait Bruckner, il y avait tout un tas de gars, j'ai plus tous les noms en tête, qui sont venus voir Chirac pour lui dire, mais non, il faut absolument faire la guerre à l'Irak avec les États-Unis. Qu'est-ce que ça signifie? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette façon de capituler face aux armes de destruction massive? Bien, ces gens-là, bon, ils ont continué, c'était en 2003, hein, et ils ont aujourd'hui des successeurs. Alors les Glucksmann, c'est intéressant parce que c'est héréditaire, hein. Oui. La servilité vis-à-vis des États-Unis, le fait d'être un agent américain, c'est héréditaire. Hein. Le père qui était effectivement un philosophe, qui avait été professeur de philosophie, alors il avait été très stalinien, il a été ensuite maoïste, et après, ben, il avait besoin d'un patron, donc il s'est tourné vers les États-Unis. Son fils a pris le même chemin, il n'a pas fait les mêmes études, pas le même niveau intellectuel. Et alors, on va en dire un petit mot parce que c'est tellement disqualifiant de voir ces gens prendre la parole et être
à ce point convoqué par les médias, respecté par les médias, intronisé par les médias pour faire un sale boulot. Hein. Le jeune Glucksmann, et il a commencé par aller mettre le bazar en Géorgie, parce que c'était près de la Russie, ancien pays d'Union soviétique. Il y a gagné beaucoup d'argent, hein, il y avait pris femme, hein, puisque je m'intéresse à sa vie personnelle, ce sont ses affaires, hein, mais parce que cette femme a été ministre de l'Intérieur de Géorgie, elle a dû partir, il vaut mieux pas qu'elle rentre en Géorgie, hein. Elle a été ensuite ministre de l'Intérieur en Ukraine aussi. Bien. Oui, 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 il y a pas de problème. Faut mieux pas que Glucksmann aille lui aussi en Géorgie. On peut raconter l'anecdote de Madame Glucksmann prenant l'avion à Kiev pour Paris et contrôlé avec une petite mallette où il y avait 6 millions de dollars en espèces. Qu'est devenu cet argent? On ne sait pas. Qu'est devenu cette personne? On ne sait pas non plus, puisque Raphaël Glucksmann est aujourd'hui le compagnon de Léa Salamé, c'est ça, je ne me rappelle plus le nom, tout ça dans les conflits d'intérêts à tous les étages. Mais je crois que c'est important, et naturellement, le Parti socialiste, alors que ce Glucksmann n'a jamais été, entre guillemets, de gauche, jamais, lui a donné la tête de liste du Parti socialiste aux élections européennes. Voilà. Ce qui fait qu'il a aujourd'hui un poste de député. On se demande pourquoi. On se demande en fonction de la rémunération de quel service. Effectivement, tout ça est assez opaque et je dirais assez glauque. Voilà. C'était pour la petite fête de Monsieur Glucksmann. Est-ce que tu as d'autres cadeaux à faire, mon cher, dans ce domaine, mon cher? Alors, moi, par rapport à cette histoire en Chine, tu l'as rappelé au début, et là, c'est mon fond politique qui, je m'en excuse, va ressortir. Mais l'attitude de la France à l'égard de la République populaire de Chine, elle ne doit pas dévier de celle qui a été mise en place depuis 1964 par le général de Gaulle en reconnaissant qu'il n'y a qu'une seule Chine et que sa capitale est à Pékin et qu'elle est dirigée aujourd'hui par le Parti communiste chinois, mais demain, elle peut être dirigée par n'importe qui d'autre. Pour la France, il n'y a que cette réalité-là. Tous les gens dont nous venons de parler en détail ou de manière générale, ne l'oublions pas, parce que le père Glucksmann en était et son fils en est aussi l'héritier, sont des anti-gaullistes rabiques. Ne l'oublions jamais. C'est-à-dire que ces gens ont haï de son vivant, pour le père, le général de Gaulle, ont participé en tant que maoïste à mai 68, en voulant la tête du général, en le traitant de fasciste. N'oublions pas ses propos, n'oublions pas pour qui il bossait, et ce n'était pas pour le PCC à l'époque, déjà. Donc tout ça, c'est une cabale d'abord que j'interprète comme une cabale contre l'héritage du général de Gaulle. Parce que tous ces gens-là ne tiendraient pas 2 minutes sur un plateau télé si Charles Pasqua ou Philippe Séguin étaient toujours de ce monde, parce qu'ils se feraient écraser, y compris en ce qui concerne, si Pasqua était encore là, pour toutes les questions judiciaires dont tu viens de rappeler l'existence. Parce que n'oublions pas qu'en étant non seulement des anti-gaullistes rabiques, ce sont donc des escrocs, ou des gens qui feraient mieux de se taire par rapport aux déboires qu'ils pourraient avoir avec la justice, ne serait-ce que par rapport à cette histoire avec les 6 millions de dollars qui ont été retrouvés sur Madame ex-Glucksmann à son retour d'Ukraine. Donc voilà, ces gens-là tiennent le haut du pavé effectivement dans les médias. La position d'Emmanuel Macron est une position, ça paraît bizarre, mais qui était dans l'héritage du général de Gaulle, une fois encore. Il a des moments, des fois, de lucidité dans son en même temps, et donc il a fait que répéter un des principes essentiels de la position de la France, qui est de dire que nous ne devons pas être dans le suivisme aveugle de qui que ce soit, les Russes, les Chinois, les Américains. Voilà. Alors, la seule différence, c'est qu'Emmanuel Macron, et c'est là qu'on rentre dans un moment de folie, c'est-à-dire qu'il dit ça au nom des intérêts de ce en quoi il croit, qui est l'Europe. Il dit, voilà, il faut que, en se démarquant, en profitant de son héritage gaulliste,
il faut qu'en se démarquant comme ça, la France entraîne avec elle l'Europe dans l'idée qu'elle peut avoir une autonomie, qu'elle peut avoir son mot à dire et son indépendance à la fois diplomatique, militaire, à faire valoir. Alors, les gaullistes comme moi ne sont absolument pas d'accord avec cette idée que l'Europe pourrait récupérer ses compétences et les faire valoir. Mais ça, c'est un débat qu'on peut avoir entre Français de bonne tenue. Mais néanmoins, il est absolument stupéfiant que tous ceux qui sont d'habitude les laquais d'Emmanuel Macron, qui sont toujours d'habitude ses relais et ses soutiens, se soient mis à ce point en colère et de cette manière aussi unanime. Hein, ça devient complètement fou de constater ça dans notre presse aujourd'hui. On a vu Madame Laurence Saïm, qui est une agent américain sur LCI, mais se déchaîner en disant qu'Emmanuel Macron manquait tout simplement de connaissances, de roublardise par rapport à ce qu'on dit en off the records dans un avion, etc. Enfin, mais c'est quoi cette leçon? On peut avoir tous les griefs qu'on veut contre Emmanuel Macron en tant qu'individu, mais Emmanuel Macron est le président de la République française. On peut avoir des accords, et on est d'accord là-dessus, toi et moi, sur la légitimité de son élection. Mais une fois encore, il est à sa place là, et en occupant cette place, il y a des choses qu'on lui doit. Hein, c'est l'histoire des deux corps du roi, on ne va pas y revenir. Et donc, il est hors de question que ces petits télégraphistes de l'Empire viennent traiter la fonction qu'occupe Emmanuel Macron de la manière dont ils l'ont traité. Alors moi, je m'interroge parce que ces derniers temps, les Américains viennent d'envoyer Madame Liz Rosenberg et Monsieur Brian Nelson en Europe pour faire une petite tournée des popotes. Hein, et ces gens sont connus pour être, entre guillemets, les redresseurs de tort favorables, entre guillemets, à l'Empire américain. C'est-à-dire qu'ils viennent un peu tirer les oreilles de tout dirigeant ou de toute entité gouvernementale en Europe qui émettrait des sons contraires aux intérêts du pouvoir à Washington. Et je pense, c'est mon analyse, que toute cette petite clique dont on vient de parler a connaissance de l'arrivée de ces gens-là en Europe et a pris ordre d'obéir et de casser le narratif qu'Emmanuel Macron, de manière fort, on va dire, légère, très modérée, a voulu mettre en place par rapport à la situation aujourd'hui. Et surtout, n'oublions pas, là encore, le point d'achoppement, c'est cette distance vis-à-vis des États-Unis et c'est aussi cette distance par rapport au problème de Taïwan. C'est-à-dire, on vient interdire à Emmanuel Macron d'avoir un avis qui serait celui de la France et pourquoi pas peut-être celui de l'Europe quant à la souveraineté pleine et entière de la Chine sur Taïwan. Alors que Taïwan, je le rappelle, n'est pas reconnu par l'ONU. Hein. Il y a des relations diplomatiques comme il peut y en avoir avec le Kosovo ou l'autorité palestinienne, hein, mais c'est tout. Ce n'est pas un État qui est reconnu par l'ONU. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de l'envahir, de le traiter n'importe comment, mais ça veut dire qu'on ne peut pas non plus dire aux Chinois ah bah oui, on peut pas faire du Nancy Pelosi, pour être clair. Voilà. Et la France n'est pas dans ce genre de considération. Donc moi, ça me met hors de moi par rapport à mon pays, par rapport à ce que représente le président dans la Ve République. Hein, et je trouve que là, en plus, on est dans un hubris total, parce que d'habitude, tous ces gens-là servent la soupe à Emmanuel Macron. Ah oui, mais ils servent la soupe quand ils défendent des intérêts économiques, quand ils Voilà, défendent des intérêts politiques qui sont cohérents avec ceux de leur véritable patron. c'est ça. Euh, Concernant Taïwan, les Américains non plus ne reconnaissent pas Taïwan. Ah, bien sûr. Hein, ils ont signé un traité qui passe leur temps actuellement à violer, hein, par lequel ils reconnaissent qu'il n'y a qu'une seule Chine, Et comme oui. le général de Gaulle. Et, Hein. oui, et il faut rappeler, comme l'a écrit si bien Éric Branca, que cette décision américaine, elle a un fruit gaulliste. Hein, enfin, pas un fruit, une origine, pardon, gaulliste, c'est un fruit du gaullisme. C'est-à-dire que Richard Nixon avait une admiration profonde pour le général de Gaulle, qu'il est venu le voir dans la dernière année où le général de Gaulle était au pouvoir en France, hein, et que le général de Gaulle lui a dit, mais allez-y, reconnaissez vous aussi la Chine populaire. Et c'est ce qu'a fait Richard Nixon sur les conseils que lui avait donné le général de Gaulle, et bien sûr avec l'aval d'Henry Kissinger à l'époque. Hein. Voilà comment les États-Unis ont reconnu la pleine et entière souveraineté d'un seul État chinois à la face du monde. Alors, on peut d'autant plus accuser ces groupes de pression, accuser ces intellectuels dévoyés, ces politiques dévoyés, que, alors, dans ce domaine, hein, on a fait fort. Hein, rappelons qu'en 2003, quand Jacques Chirac avait dit non, nous n'irons pas
faire cette guerre en Irak. Il avait sauvé l'honneur. Je dirais presque qu'il a sauvé son image hein, pour l'histoire. Ah Hein, oui. parce que bon, il y a peut-être d'autres reproches à lui faire, mais là, il a fait preuve d'un gaullisme tout à fait incontestable et d'une certaine grandeur. Eh bien, il y avait tout un tas de jeunes gens, plus ou moins jeunes d'ailleurs, de politiques qui ensuite ont fait des belles carrières, qui s'étaient précipités à l'ambassade des États-Unis pour manifester leur désaccord avec la position de Jacques Chirac, hein, dont l'histoire aujourd'hui reconnaît que c'était la bonne. Alors, quand on dit qu'ils ce sont les relais atlantistes, les relais des intérêts américains, c'est d'autant plus clair que toutes leurs déclarations sont raccord avec celles qui viennent d'outre-Atlantique. Alors, on a eu Marco Rubio, je le cite parce que méchamment, un des auteurs dissidents que je vais consulter à peu près quotidiennement, dit le sénateur le plus bête des États-Unis, ah, c'est pas très gentil, qui est venu tancer vertement Macron, mais il y a eu également le cocktail Molotov humain, hein, qui est venu dire que Emmanuel Macron avait léché le cul de Xi. Hein. Naturellement, il s'agit de l'ineffable Donald Trump qui a une certaine cohérence. Hein, lui considère que la guerre en Ukraine telle qu'elle est menée aujourd'hui est une erreur, enfin l'investissement américain est une erreur, et qu'il faut d'abord et avant tout se préoccuper de la Chine. Durant son mandat, c'était ce qu'il disait, hein, c'était la ligne qu'il avait adoptée. Alors, voilà, on a parlé du voyage d'Emmanuel Macron, qui avait une certaine importance quand même. Hein. Moi, je pensais au début qu'il allait se ridiculiser, ça n'a pas été le cas. Hein. Il faut reconnaître, y compris que cette prise de position, alors malheureusement, on sait très bien que c'est du en même temps, on sait très bien que c'est pour avoir ou une approbation ou réaliser un coup, mais que derrière, il n'y aura aucun suivi, aucune colonne vertébrale pour structurer une véritable démarche d'autonomie stratégique et de souveraineté. Alors, le monde continue à changer. Événement très important, c'est ce qui semble se profiler à relativement brève échéance, c'est la fin de la guerre du Yémen, hein, conflit dont on a très peu parlé ici, parce que la France armait l'Arabie Saoudite. Hein, et, Non, avec des canons César. oh oui, eh ben oui, et c'est une guerre qui a, je veux dire, un bilan humain absolument épouvantable, hein, provoquant là-bas des famines. Donc, il semble que on arrive à son terme, et en parallèle, la Ligue arabe va réintégrer Assad. Le Moyen-Orient est en train de se réorganiser. Les Israéliens feraient bien, si ils réfléchissent, ils le savent bien, mais c'est sûr que les États-Unis vont probablement perdre leur influence sur cette zone et Israël, qui est une pointe avancée de l'Occident dans cette région du monde, va être probablement confronté à des difficultés stratégiques et politiques assez importantes. Oui, Euh, et je souligne quelque chose qui est très important par rapport à toutes les critiques qu'on reçoit et surtout les gens qui nous les font. Ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, donc la paix probable au Yémen, c'est le fruit de la réconciliation entre Téhéran et Riyad, il faut bien le préciser. Et surtout, ce réalignement global de la région sur leurs intérêts finalement, puisque la position de l'Arabie saoudite à l'égard des États-Unis sur le plan économique est un camouflet monumental. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça met un terme au plan des néocons qui a été lancé avec l'invasion de l'Irak. On vient de parler de ce qu'il y avait en amont, de la décision notamment de la France de ne pas rentrer dans cette turpitude et dans cette agression d'un État souverain sans aucune raison. On cherche toujours les armes de destruction massive en Irak, rappelons-le, à tous nos petits amis, Romain Goupil, Glucksmann, etc. On ne sait toujours pas où elles sont. Bref. Et donc, aujourd'hui, cette séquence s'achève, c'est-à-dire que les 20 ans de guerre dans le Moyen-Orient voulu par Paul Wolfowitz et sa clique, pour remanier le Moyen-Orient selon les critères des États-Unis, eh bien, ça a échoué. Alors, ça a créé le chaos nécessaire temporairement, qui était l'objectif, selon moi, recherché par les États-Unis, à l'égard des deux plus grands pays laïcs arabes. N'oublions pas que les cibles n'ont pas été choisies uniquement par rapport à des problématiques énergétiques.
les États-Unis ont voulu détruire les deux grands États laïques arabes. Ils n'ont pas fait ça par hasard. Alors, ils ont réussi pour l'Irak, ils ont échoué pour la Syrie. Hein. Alors, ils ont échoué au sens où Bachar el-Assad est toujours là. Maintenant, le pays est dans un état catastrophique, tout le monde le sait. Hein, on le voit encore avec le problème qu'il y a eu avec le tremblement de terre qui vient se surajouter. Mais néanmoins, cette séquence est en train de se terminer de ces 20 ans et c'est l'échec des États-Unis qui est à la clé. Voilà ce qu'il faut rappeler. C'est-à-dire qu'on peut nous dire, ah bah oui, mais ils ont gagné une bataille à Fallujah, ils ont repris Mossoul, ils ont pris ça, etc. C'est terminé. Stratégiquement, le plan était de remanier le Moyen-Orient selon leurs critères et ils ont échoué. Et aujourd'hui, ce sont les Arabes qui reprennent la main sur leur destin et il faudra donc effectivement qu'à un moment donné, avec les Israéliens, ils trouvent un terrain d'entente pour leurs intérêts communs. Parce que moi, je suis persuadé qu'il y a des intérêts communs à faire valoir au Moyen-Orient entre Israël et ses voisins, au lieu de cette guerre perpétuelle dans laquelle ils sont plongés. Alors, c'est une défaite américaine qui est consommée désormais. Hein. Ils occupent une petite partie de la Syrie de façon illégale. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Après la défaite subie majeure en Afghanistan, ça finit par faire beaucoup. Alors, maintenant, je voudrais qu'on aborde très rapidement quelques symptômes euh, qui permettent de considérer que la crise que traverse aujourd'hui l'hégémon, je l'appelle comme ça parce que il y a le territoire américain, mais c'est pas séparable de tout un tas de choses. Donc cette crise de l'hégémon qui permet de penser que les États-Unis sont peut-être en voie de dislocation. Alors, attention, ça nécessite une analyse très approfondie, mais c'est pas une parole jetée en l'air. Alors, il y en a qui parlent d'effondrement, il y en a qui parlent de déclin, déclin y compris de l'ensemble de l'Occident. Il y en a qui parlent de désintégration, ce qui était plutôt mon choix, mais maintenant j'adopterai plutôt le terme de dislocation parce que ça reste un très grand pays, ça reste à certains égards une puissance qui va être très affaiblie par la chute du dollar, hein, parce que ça, je pense que ça ira plus vite que beaucoup le pensent, la dédollarisation du monde. J'ai appris que le budget militaire américain, il y a des discussions dures qui ont lieu et seraient portées à 1000 milliards de dollars par an. 1000, mais comment est-ce qu'ils vont payer? Et s'ils ne peuvent plus faire fonctionner la planche à billets, s'ils ne peuvent plus imprimer du papier-monnaie comme ils le font maintenant depuis 1945, comment vont-ils faire? Alors, bon, on verra, mais il y a des symptômes qui ne trompent pas, et il y en a deux qui m'intéressent. C'est le procès fait à Donald Trump. Hein. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de la façon d'instrumentaliser la justice à des fins politiques. J'ai écrit un livre sur le sujet en ce qui concernait la France, qui avait répondu que les Américains faisaient tout en grand. Hein, j'avais envie de dire à Sarkozy, bienvenue au club, que Sarkozy dise à Trump, bienvenue au club, mais c'est vrai que c'est majeur et dans un pays où le consensus politique est quelque chose de très important, hein, ce qui permet effectivement d'accepter, comme en 2000, l'élection de Bush, la désignation par la Cour suprême après des fraudes massives, hein, mais c'était accepté par son adversaire. Aujourd'hui, c'est plus possible. L'élection de Trump 2016 était régulière, elle n'a jamais été acceptée et donc les grandes agences qui devraient dépendre de l'exécutif ont saboté son mandat. Il y a eu toutes les accusations de complot russe, etc. Hein. Bon, les conditions... La collusion entre le FBI et Twitter. Oui, oui, c'est ça. Non, mais l'élection est totalement irrégulière. Celle de 2020 est irrégulière pour tout un tas de raisons. Hein. Et si on appliquait les standards français, elles auraient été annulées, mais ça marche pas comme ça chez eux. Hein. On en a déjà parlé. Non. Donc, le lancement de cette procédure témoigne de la haine invraisemblable que manifeste une partie, c'est l'establishment démocrate, hein, à l'égard de Donald Trump. Ce procès, alors j'ai été voir, hein, j'en avais parlé la semaine dernière, j'ai été voir un petit peu, l'acte d'accusation, c'est n'importe quoi.
c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que on viole, on piétine les principes juridiques et judiciaires qui sont assez importants aux États-Unis. On s'attribue une compétence qu'on n'a pas. Le procureur de Manhattan n'a absolument pas la compétence pour juger, parce qu'il s'agit de ça. On dit, petit détail, il y a eu le versement d'une somme à une ancienne star du porno avec laquelle Donald Trump aurait eu une liaison pour éviter qu'elle en fasse état pendant la campagne électorale présidentielle de 2016. C'est pas pour ça qu'il est poursuivi. Hein, il y a un problème éventuellement d'écriture de commerce, de choses comme ça. Non, c'est parce que on dit vous avez acheté un silence pour fausser l'élection. Voilà. Ça porte sur 60 000 $. Hein. Et le procureur dit je vous poursuis pour avoir voulu fausser les élections. Et pour les avoir faussées d'ailleurs, parce que vous n'avez pas pu être élu régulièrement en 2016. C'est une compétence fédérale. Le ministère de la Justice américain avait refusé de poursuivre Donald Trump pour les élections de 2016. Et donc on raccroche ça pour essayer de l'abattre. Et comme l'a dit Biden, textuellement, mais cette procédure est utile parce qu'il faut l'empêcher d'être candidat. Contre moi, puisque lui, il envisage de se représenter, alors que je pense que là, on sera au-delà de l'EHPAD. Bon, toujours est-il que caractéristique à nouveau du lawfare, c'est-à-dire de l'utilisation de la justice à des fins politiques, c'est que tous les adversaires de Trump, et Dieu sait s'ils sont nombreux chez les démocrates, il y a des adversaires rabiques, acclament ce qui vient de se produire. Et alors, j'invite à la lecture de ce qu'en dit Jonathan Turley, qui est un constitutionnaliste américain réputé. Moi, je lis un petit peu ce qu'il produit en général. Il est professeur à l'Université de Washington de droit constitutionnel. Il vient dire c'est un moment ignoble, c'est une catastrophe parce que tous ceux qui acclament cette décision combattent Trump au prix de la destruction de l'état de droit américain. Il dit voilà, c'est un tournant et c'est cet aspect qui est le pire. Donc, et il le dit, ça témoigne d'un niveau de rupture, d'un niveau d'affrontement tout à fait considérable. Alors j'insiste sur le terme symptôme, mais je ne sais pas comment ça peut se résoudre. Je ne sais pas comment ça peut se résoudre, parce que de toute façon, les procédures prennent énormément de temps. Les positions sont tellement exacerbées que je ne serais pas surpris que ça finisse mal. On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur le pronostic de la possibilité que cette guerre civile culturelle et politique se transforme en guerre civile tout court. En attendant, autre symptôme aussi, c'est que nos amis américains sont toujours à la recherche d'ennemis, à la recherche d'adversaires, et maintenant, il semble qu'il y a de plus en plus de politiques, dans les deux camps d'ailleurs, qui souhaitent qu'on déclare la guerre au Mexique. Il faut aller combattre les cartels, et c'est à l'armée de le faire. Donc, voilà, alors, les politiques qui préconisent de telles interventions n'ont absolument aucune idée de ce que cela impliquerait, sur le plan militaire, déjà, sur le plan militaire. Je ne sais plus qui disait, si c'est Scott Ritter ou Doug McGregor, disait qu'il faudrait 500 000 hommes. Dans ce cas-là, ils ne les ont pas. Ils sont à 475 000 hommes sur l'ensemble de l'armée. Donc voilà, je pense, bon, j'ai un peu insisté sur le procès Trump qui raconte cette dislocation, je crois, et alors qu'ils sont englués en Ukraine, ils ont le défi de la Chine, ils vont se lancer dans une intervention militaire au Mexique. Ça ne peut pas finir bien tout ça. Ah non, 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 c'est quelque chose qui de toute façon couve depuis très longtemps. Il y a d'autres gens qui, dans des époques antérieures, avaient évoqué depuis que les cartels posent des problèmes,
qu'on engage l'armée américaine d'une manière ou d'une autre. Hein. C'est un peu comme ici, quand on parle des problèmes des banlieues, on va nous dire, tiens, il faut qu'on fasse débarquer la Légion étrangère à la Cité des 4000 et ça va tout solutionner. Là, on est dans un problème encore plus grave parce que bien évidemment, il y a la souveraineté mexicaine qui, bon, passe un peu pour perte et profit dans les débats. Hein, il y a juste cette injonction qui est faite au président Obrador. On est votre ami. Alors déjà, quand au Mexique, un Américain vous dit sur le plan politique international, je suis ton ami, les Mexicains n'y croient plus. Hein. Je vous Ah invite bon? à lire le livre de Michel Cès dont on parlait la semaine dernière sur ce qui s'est passé pendant la période équivalente à la Grande Guerre pour nous entre le Mexique et les États-Unis. Voilà, les Mexicains ne sont pas dupes. Hein, ils n'ont pas oublié ce que le grand frère Yankee a fait de ses propres intérêts sur leur dos. Donc là, aujourd'hui, il n'y aurait rien de mieux même pour fédérer de manière un peu paradoxale l'État fédéral mexicain et les cartels. Hein, c'est-à-dire que pourtant Obrador n'a pas été tendre avec eux, hein, les cartels ont participé, n'oublions jamais que les cartels ont participé aux 2 défaites d'Obrador aux élections présidentielles. Alors, l'implication des États-Unis, directe ou indirecte, elle n'est pas prouvée, mais en tout cas, au départ, ils ne sont pas du tout amis. Hein. Mais là, une intervention étrangère des États-Unis pourrait provoquer quelque chose de très spectaculaire, c'est-à-dire qu'on verrait les intérêts de l'État fédéral et des cartels s'unir contre les Américains. Alors, entre les moyens que tu viens de rappeler de l'armée américaine et puis les gens dont on parle, faut pas oublier qu'à cause de la guerre à la drogue ou la guerre pour la drogue, hein, on peut le dire comme on veut au Mexique, on a des centaines de milliers de morts depuis 25-30 ans. C'est pas un pays apaisé, c'est un pays où les gens s'arment, où il y a des milices villageoises, où il y a donc bien évidemment des armées privées par cartel et où on a une collusion entre les forces constabulaires régionales et les cartels, voire même on sait qu'il y a eu des collusions entre les forces militaires fédérales et les cartels. Ces gens-là connaissent parfaitement le terrain, ces gens-là sont armés. Il semblerait même que certains cartels s'amuseraient à exhiber des armes qu'on fait un passage par l'Ukraine et qui sont revenus jusqu'à eux. Voilà. Hein. Donc tout ça, c'est une poudrière. Donc effectivement, connaissant les Américains et leur hubris, ils pourraient s'y aventurer. Mais alors là, je pense que par rapport à tout ce qu'ils ont pu connaître de leur interventionnisme préalable, ce serait une catastrophe pour eux, mais alors à une échelle dont on ne mesure pas l'ampleur. C'est voilà, parce que je pense que la haine du Yankee est quand même très enracinée dans le peuple mexicain et elle n'est pas là par hasard. Il y a 200 ans maintenant d'histoire qui les sépare et c'est pas une histoire qui est glorieuse pour les Américains. Alors, AMLO, López Obrador, le président mexicain, il a dit 2 choses que je trouve intéressantes. Il a dit une première chose en disant, écoutez les Américains, oui, il y a le problème des trafics de drogue, mais c'est parce qu'il y a une demande. Vous avez un problème social considérable. Il y a le fentanyl, il y a tout un tas il y a eu la crise des opiacés, toutes les vidéos qu'on voit avec cette nouvelle drogue qui transforme les gens en zombies. Enfin, c'est terrifiant. Hein. L'état de santé du peuple américain est massivement dégradé à cause de la drogue. Voilà, il est dit, essayez d'abord de régler vos problèmes, et deuxièmement, si vous faites ça, ou si vous devenez menaçant, ou si vous prenez des mesures, eh ben, on dira à la communauté latino de voter contre vous aux élections. Ce qui est une menace qu'il faut prendre au Colossal. sérieux. Ah Il oui, faut colossal. prendre au sérieux cette menace parce que, effectivement, compte tenu du fait qu'en plus, les démocrates ont, je veux dire, mis en place des réglementations dans les États qu'ils contrôlent où n'importe qui peut voter, plusieurs fois d'ailleurs, c'est assez étonnant, on n'est pas obligé de… Et les morts? Bah oui, mais ça c'est classique, ça c'est classique. Hein. Nos amis corses ont quelques techniques éprouvées. Donc, non, mais c'est une menace à prendre au sérieux. Hein. Oui. Donc voilà, je veux dire, c'est ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire le problème ukrainien dans lequel ils sont englués, dont les publications et les fuites sont aussi des symptômes du caractère difficile du moment pour les États-Unis, la question de la Chine.
qui est en train de remodeler le monde avec la Russie. Et maintenant, on va s'occuper tout d'un coup de déclarer la guerre au Mexique sans, comme d'habitude, jamais traiter leur problème, qui est un problème économique, social, culturel. Bon, Et, dislocation, ça peut aller vite. oui, et surtout parce que une fois encore, comme dans toute la problématique qui concerne les États-Unis depuis 1945, il ne faut jamais perdre de vue le rôle d'une partie de l'État profond et notamment de la CIA dans la mise en œuvre de ces trafics entre l'Amérique latine et les États-Unis depuis les années 70. Je rappelle à nos auditeurs qu'il est maintenant avéré que les premiers vols organisés depuis la Colombie pour amener de la drogue aux États-Unis via le Mexique, qui devait servir de point de passage, l'ont été par la CIA à l'époque de l'opération Condor et que le fruit de ces ventes a servi à mener le coup d'État contre Salvador Allende en septembre 73. Ne l'oublions jamais. Il y a eu par la CIA, à chaque fois qu'il y a un trafic de drogue, la CIA met les doigts dedans. Elle l'a fait pendant la guerre du Vietnam, elle l'a fait en Afghanistan, parce qu'il y a des gens, je lis encore des livres où les gens me disent, tiens, en Afghanistan, il n'y a pas de ressources. Ah bon? Il n'y a pas 30% de la production d'opiacés mondiale qui est faite en Afghanistan. Ce n'est pas une ressource. Il y a des choses qui m'échappent. La CIA, qui a été, entre guillemets, on lui a coupé les vivres au niveau du Congrès pour ses opérations noires. Elle a trouvé dans le trafic de drogue un pis-aller pour se fournir. Et donc, elle a mis les doigts dans le trafic avec l'Amérique latine à très grande échelle, à tel point qu'au début des années 80, je rappelle que la CIA a envoyé un de ses agents, un Cubain, assassiner un agent de la DEA qui s'appelait Kiki Camarena, qui était infiltré dans les cartels, parce qu'il était en train de découvrir quoi? Que l'argent du trafic finançait la guerre au Salvador et au Nicaragua contre les forces progressistes marxistes, au nom de la CIA. Donc, voilà la réalité aussi morale de ce trafic dont les Américains ont une responsabilité incontournable. On va conclure sur ce point précis en invitant nos spectateurs, s'ils ne l'ont pas déjà fait, d'aller de voir ou de regarder les films. Il y en a deux, Sicario, qui sont qui parlent un peu de ça, mais bon, sont des. Et ceux qui ont l'abonnement Amazon Prime, d'aller voir la série qui a été faite sur la mort de Kiki Camarena et qui met bien en évidence la responsabilité des Américains dans les problèmes avec le Mexique à partir des années 80. Parfait. Bon, eh bien, écoutez, on s'est un peu lâché sur nos amis américains. On a commencé par dire du mal de leur soutien et de leurs agents en France. Oui, je pense que le monde change très très vite et les États-Unis sont peut-être en train d'emprunter le chemin de leur dislocation. C'est pas souhaitable, c'est pas Ah non. souhaitable, mais c'est un risque que nous courons tous finalement. Ah oui. Voilà. Alors, à très bientôt. À bientôt.